Sheryl Sandberg, la légendaire directrice des opérations en charge de Meta, Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft, Mitt Romney, candidat à la présidence des États-Unis, et John Legend, le musicien lauréat d'un Grammy Award. Ils ont tous un point commun particulier qu'ils partagent avec d'autres personnes extrêmement réussies. Ils ont tous travaillé pour l'une de ces trois sociétés de conseil, les McKinsey, Bain et Boston Consulting Group. Traditionnellement, faire partie des McKinsey, Bain et Boston Consulting Group signifiait appartenir à un groupe d'élite, un peu comme les chirurgiens ou les avocats. Pendant des années, ils ont été le vivier pour les personnes ambitieuses, cherchant à gagner des millions, le premier emploi parfait qui symbolise le prestige, le statut et la réussite. Mais à cause de nombreux scandales ces dernières années, leur réputation a pris un sérieux coup. Plus de 130 personnes aux États-Unis meurent chaque jour d'une overdose d'opioïdes. Opioïdes. 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 La crise des opioïdes. Derrière la façade scintillante de McKinsey, Bain et Boston Consulting Group, il y a un côté plus sombre. Scandale après scandale a défini l'industrie ces dernières années. Comment fonctionne précisément leur modèle économique ? Les McKinsey, Bain et Boston Consulting Group sont-ils responsables de la fuite des cerveaux aux États-Unis en recrutant les esprits les plus brillants du monde pour travailler sur des présentations PowerPoint inutiles au lieu de véritables innovations pour la société? Se pourrait-il que les célèbres McKinsey, Bain et Boston Consulting Group, réputés pour avoir aidé à l'alunissage et conseillé le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, causent en réalité plus de tort que de valeur dans le monde? Aujourd'hui, McKinsey, Boston Consulting Group et Bain emploient collectivement plus de 85 000 personnes dans plus de 250 bureaux à travers le monde, générant des dizaines de milliards de revenus et rapportant à leurs propriétaires des millions de bénéfices chaque jour. Des milliers de jeunes diplômés, soi-disant ambitieux, préfèrent travailler pour une entreprise fondée par quelqu'un d'autre plutôt que de bâtir leur propre héritage. Mais ce phénomène, cette industrie, tout a commencé avec une seule personne. Alors, comment invente-t-on une industrie de 900 milliards de dollars américains à partir de rien? Entrée Arthur D. Little, au départ un homme de science et d'innovation. Il pose les bases d'une industrie qui va transformer les stratégies commerciales mondiales et même la prise de décision politique. Arthur Deon Little n'est pas un chimiste comme les autres, c'est un visionnaire qui voit l'énorme potentiel d'appliquer les principes scientifiques pour résoudre les problèmes d'affaires les plus complexes. Après avoir obtenu son diplôme du Massachusetts Institute of Technology, Little cofonde ce qui deviendra bientôt une grande société de conseil. Les gars, qui a écrit ce script? Donnez une augmentation à cet homme. Quoi qu'il en soit, il cofonde ce qui deviendra bientôt une grande société de conseil, Arthur D. Little Inc., en 1886. La ville de la fondation, Boston, sa ville natale et la capitale scientifique des États-Unis. Déjà l'une des plus grandes villes d'Amérique à l'époque, Boston continuerait d'être cruciale pour le développement de l'industrie du conseil. Même aujourd'hui, les esprits les plus brillants de la ville ne se lancent pas dans la recherche et ne créent pas d'entreprises innovantes. Ils rejoignent l'une des célèbres sociétés de conseil après avoir obtenu leur diplôme avec mention au Massachusetts Institute of Technology ou à Harvard. Et c'est un énorme problème pour la société, comme nous allons le découvrir. Au début, la société de Little n'est pas une société de conseil en gestion, mais propose des services techniques et de laboratoire. Cependant, l'approche de Little est différente. Sa connaissance rapide de l'industrie lui permet de repérer des opportunités uniques manquées par ses clients. Il est capable de prédire les tendances du marché et les avancées technologiques à l'avance, et il en sait plus sur le marché dans lequel ses clients opèrent qu'eux-mêmes. Et si vous voulez aussi en savoir plus sur les affaires et la finance que n'importe lequel de vos amis lambda, vous devriez vous abonner et laisser quelques commentaires. Que pensez-vous de cette transition? Une conviction qui façonne encore aujourd'hui la manière dont Arthur D. Little dirige son cabinet de conseil. Les problèmes des autres sont notre affaire. Une philosophie qui, en 1907, deviendra le premier slogan directeur de ce qui sera plus tard toute une industrie.
Mais comment une entreprise qui, au départ, se concentre sur la fourniture de services techniques et de laboratoires, évolue-t-elle pour devenir un géant du conseil en gestion, qui donnera naissance à l'une des industries les plus influentes d'aujourd'hui? Tout commence avec un contrat bien précis. En 1911, Arthur D. Little Inc. organise la création du premier laboratoire de recherche et développement pour le géant industriel General Motors. Avec ce projet, Little invente en quelque sorte les services dans les professionnels sous contrat. C'est un tournant pour Arthur D. Little car cela marque la naissance d'un tout nouveau modèle économique. Il ouvre la voie à la manière dont son cabinet gagne de l'argent. Essentiellement, c'est l'heure de naissance du conseil en management. En 1935, lorsque Little décède, il n'a pas seulement fondé le plus grand laboratoire de recherche industrielle commerciale non doté des États-Unis, il a aussi semé les graines de ce qui deviendra un géant mondial du conseil. Son héritage est une nouvelle forme de conseil qui combine l'analyse scientifique à la perspicacité commerciale, transformant la manière dont les organisations abordent leurs problèmes les plus complexes. Il y a une chose peu connue que les entrepreneurs les plus prospères et les mégalomanes ont en commun. Ils ne sont pas les premiers à offrir un produit ou service. Ils sont les premiers à le faire bien. Un cabinet de conseil suit ce credo et après seulement quelques années, domine toute une industrie. Souvent, l'annonce de l'arrivée des consultants de McKinsey fait frissonner la plupart des organisations. Influencer l'économie mondiale, les programmes spatiaux, des épidémies de drogue, la politique internationale et même des guerres entre nations. Mais comment en est-on arrivé là? Tout commence avec un enseignant, James Oscar McKinsey. Professeur à l'Université de Chicago, il crée l'entreprise qui révolutionne le conseil en gestion. Son entreprise influencera des organisations majeures et générera une valeur discutable pour les décennies à venir. La vision de McKinsey est simple mais profonde. Utiliser les principes techniques de la comptabilité comme outil de gestion. Cette approche innovante pose les bases de McKinsey et compagnie à Chicago, initialement une entreprise de comptabilité et de gestion. L'expérience de James avec les fournisseurs militaires forge sa vision unique de l'efficacité des entreprises. Pendant son mandat au département de l'artillerie de l'armée des États-Unis, il est témoin d'inefficacité horribles au quotidien. Comme l'armée est financée par l'argent des contribuables, McKinsey se met au travail et commence à optimiser. Son éthique et ses pratiques sont ensuite définies par Marvin Bower, qui rejoint l'entreprise dès le début. À ce jour, il est considéré comme l'une des personnes les plus influentes de l'histoire du conseil, aux côtés de Kevin John. Bower, un avocat formé à Harvard avec une solide formation en économie, introduit des principes et des valeurs qui constituent la base de la célèbre culture d'entreprise de McKinsey. Par exemple, la politique, monter ou partir. Grâce aux efforts de Bower pour accroître l'efficacité, chaque année, les 15% de consultants les moins performants sont priés de quitter l'entreprise. Cette pratique existe encore aujourd'hui et elle reste la principale source de pression folle et de longues heures de travail pour les consultants en stratégie du monde entier. Quand je travaillais dans le conseil, nous commencions souvent à travailler chez le client à 9 h du matin et nous travaillions ensuite jusqu'à 11 h du soir, voire minuit. C'était normal. Les projets les moins agréables étaient ceux où nous finissions souvent à 2 ou 3 h du matin, puis il fallait retourner à l'hôtel. Grâce à une vision commune forte, les années 1940 et 1950 marquent une ère d'expansion pour McKinsey. C'est surtout vrai pour l'Europe. L'entreprise et sa clientèle connaissent une croissance rapide. De jeunes consultants, parfois naïfs, se retrouvent soudain à conseiller des présidents-directeurs généraux dans le monde entier. À présent, la gamme de projets s'étend au gouvernement, aux sous-traitants de la défense et aux grandes entreprises de premier ordre. En 1966, McKinsey établit sa présence dans des villes mondiales clés, notamment Londres, Paris et Amsterdam. Cette période voit également la société passer d'une entité axée sur la comptabilité à un géant du conseil en gestion qui définit la catégorie.
Mais la route vers la domination n'est pas sans défi. L'arrivée de concurrents comme le Boston Consulting Group ainsi que Bain et compagnie à la fin des années 1960 et au début des années 1970 intensifie la concurrence. Ces nouveaux rivaux introduisent entiers des produits de marque et une expertise spécialisée dans des secteurs de niche. Ils représentent une menace importante pour la position généraliste de McKinsey. S'ils veulent en rester au sommet, McKinsey doit innover. En réponse à la pression concurrentielle, McKinsey, sous la direction de Ron Daniel, commence à modifier sa stratégie. L'entreprise développe des groupes de travail spécialisés et se concentre sur le développement d'une expertise en stratégie, opération et organisation. Cette période marque également le début des efforts de McKinsey en gestion des connaissances, une initiative clé qui consolidera la suprématie de McKinsey. Cela ramène au dilemme central. En tant que consultant, comment conseillez-vous un client qui travaille dans le secteur depuis des décennies? La seule façon de rendre cela possible, c'est en se spécialisant. J'ai mené de nombreux projets dans les biens de consommation, la distribution et les fusions-acquisitions. Et cela m'a permis de partager mes expériences d'un projet avec un client sur le projet suivant. Dans les années 1990, McKinsey est au centre de la révolution numérique. L'entreprise met en place des accélérateurs pour soutenir les startups Internet, reflétant un virage stratégique vers la technologie et le commerce électronique. Malgré la bulle Internet et la récession économique qui s'ensuit, l'agilité et la vision stratégique de McKinsey lui permettent de continuer à croître. Et ils connaissent une croissance immense. Le tournant du millénaire voit McKinsey élargir son attention au secteur public et social. Ils prennent en charge de nombreux clients pro bono et investissent considérablement dans la gestion des connaissances. Pro bono publico est une expression latine qui signifie pour le bien commun du public. Le conseil pro bono consiste à aider gratuitement ou presque des particuliers ou surtout des organisations. Pourquoi? Possible motivation intrinsèque. Cela pourrait être du signalement de vertu. Cette période démontre également l'accent accru de l'entreprise sur la compréhension plus approfondie de marchés spécifiques, ce qui conduit à la création des groupes sectoriels de McKinsey. Des unités spécialisées au sein de l'entreprise qui se concentrent sur le conseil dans des secteurs spécifiques. Aujourd'hui, cette structure est considérée comme un modèle pour la plupart des cabinets de conseil dans le monde entier. Aujourd'hui, McKinsey est le leader mondial du conseil. C'est l'un des cabinets de conseil les plus grands et les plus influents au monde. L'entreprise compte plus de 30 000 employés répartis dans 130 villes et génère des dizaines de milliards de revenus. Son implication dans des domaines comme la transformation numérique et la durabilité cherche à transmettre une vision tournée vers l'avenir. Les récentes initiatives d'élimination du dioxyde de carbone, et d'acquisition de technologies vertes font paraître McKinsey comme le héros. Pourtant, le parcours de McKinsey a été jalonné de controverses. Des scandales impliquant délits d'initiés, fraude et corruption ont entaché la réputation de McKinsey. Et McKinsey n'est pas le seul. Ils ne sont que la plus grande parmi des dizaines de sociétés qui influencent les décisions des dirigeants mondiaux. Oliver Wyman, Monitor Deloitte, Roland Berger, Andrew Thomas Carney. Alors que nous examinons les deux plus grands rivaux de McKinsey, Boston Consulting Group et Bain & Company, penchons-nous sur la véritable nature de ces entreprises et commençons par un petit tournoi amical qui se transforme en trahison et conduit ensuite à l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du monde des affaires. McKinsey et Boston Consulting Group se livrent une bataille acharnée pour se partager le marché. Mais bientôt, un troisième acteur va émerger de l'ombre. Dans les années 70, le monde du conseil est partagé entre deux géants, McKinsey et Boston Consulting Group, mais dans l'ombre de ces titans, un concurrent redoutable se prépare en silence. L'ancien président directeur général de YouTube, l'ancien président directeur général de Dell, et le sénateur Mitt Romney ont tous travaillé pour eux. Bain et compagnie. L'histoire de Bain et compagnie commence par un geste audacieux et elle débute au sein même des rangs de Boston Consulting Group.
Dans les années 1970, Boston Consulting Group, dirigé par Bruce Henderson, mène de nouvelles stratégies commerciales. Entre ces murs, deux équipes, la faction rouge et la faction bleue, se livrent une concurrence féroce, repoussant les limites de l'innovation. Bill Bain, le chef de l'équipe bleue, se distingue par son approche unique de la gestion exemplaire des clients. Dans une décision qui va remodeler le paysage du conseil, Bain et son équipe bleue prennent une grande décision. Ils quittent soudainement Boston Consulting Group pour fonder un nouveau concurrent, Bain et compagnie. Leur philosophie ? Des relations clients plus étroites et plus exclusives. Cela contraste avec l'approche plus analytique de McKinsey et Boston Consulting Group. La stratégie de Bain n'est pas seulement de conseiller de l'extérieur, mais de s'immerger profondément dans l'entreprise de leurs clients. Je peux exagérer, mais j'ai l'impression que, pour la première fois depuis longtemps, McKinsey et Boston Consulting Group doivent à nouveau apporter une réelle valeur à leurs clients. Bain oblige McKinsey et Boston Consulting Group à innover et l'approche unique de Bain porte rapidement ses fruits. L'entreprise se développe, attirant les meilleurs talents et des clients majeurs. Mais ce n'est pas seulement leur expertise en conseil qui les distingue. Ils s'engagent aussi dans le capital investissement et le capital risque. Avec Bain Capital, ils dépassent le conseil traditionnel et détiennent des parts dans de nombreuses grandes entreprises américaines. Aujourd'hui, l'impact de Bain et compagnie est évident. Ils se sont taillés une place unique dans le secteur du conseil, derrière la légendaire McKinsey et leur prédécesseur, le Boston Consulting Group. Bain et compagnie occupent aujourd'hui la 3e place dans le monde du conseil en stratégie, sans oublier la création de l'un des plus grands fonds de capital investissement de l'histoire. Le cas de la création de Bain est un excellent exemple de la façon dont les McKinsey Bain et Boston Consulting Group peuvent agir avec une grande brutalité. Et avec une structure d'entreprise guidée par la peur et la cupidité, il n'est pas étonnant qu'un jour, quelque chose de terrible se soit produit. Comme vous le savez, plus on monte, plus la chute est dure. Lorsque vous avez tiré cette leçon douloureuse, cela a peut-être affecté vos notes, vos relations ou votre compte en banque. Mais lorsque McKinsey a dû l'apprendre, les conséquences ont été tout simplement désastreuses. Dans le monde des affaires, McKinsey incarne depuis longtemps le prestige et la réussite. Cependant, sous la surface polie de l'influence mondiale et des clients de haut niveau, McKinsey et ses concurrents devront faire face à une série de scandales. L'un d'eux est si catastrophique qu'il entachera leur réputation pour les années à venir. Bien que McKinsey soit habituellement très discret, sa collaboration avec Purdue Pharma est si horrible qu'elle devient vite tristement célèbre. Purdue Pharma est un laboratoire aujourd'hui principalement célèbre pour une seule raison. Les opioïdes constituent la pire épidémie de drogue de l'histoire américaine. Chaque jour apporte une nouvelle histoire sur l'ampleur de la crise des opioïdes dans ce pays. L'Oxycontin, puissant antidouleur, a été agressivement promu par Purdue comme non addictif. La crise des opioïdes a causé des dizaines de milliers de morts chaque année depuis 10 ans. Provoquant la crise des opioïdes qui ravage les États-Unis. Depuis son apparition, l'épidémie fera plus de 750 000 victimes américaines, la rendant plus meurtrière que toute autre épidémie provoquée par la drogue dans l'histoire de l'humanité. Vous avez sans doute entendu parler de la crise du fentanyl aux États-Unis. Eh bien, l'Oxycontin est un opioïde, l'un des analgésiques les plus puissants disponibles dans le monde. Purdue Pharma, fabricant de cet opioïde, joue un rôle majeur dans ce qui deviendra une urgence sanitaire nationale de la décennie. Le rôle de McKinsey dans cette affaire ? Il conseille Purdue sur la manière de maximiser les ventes d'Oxycontin afin d'augmenter les profits de plusieurs millions. Même face à l'inquiétude croissante concernant la dépendance et les overdoses, l'objectif du projet est de vendre de l'oxy aussi vite que possible, au plus grand nombre de personnes possible, sans tenir compte du fait que certains patients n'en ont peut-être même pas besoin. Les stratèges du cabinet de conseil élaborent des tactiques de marketing agressives, ciblant les médecins connus pour prescrire des opioïdes de manière libérale.
Les consultants de McKinsey analysent la géographie de la ville et identifient les zones où les gens seraient les plus susceptibles de surconsommer des antidouleurs. Ensuite, leurs équipes parcourent et tirent les quartiers et frappent aux portes des médecins pour leur présenter et leur vendre l'Oxycontin, à peine testé. De cette façon, McKinsey crée essentiellement une liste blanche de médecins douteux et accorde même des remises pour les overdoses liées aux opioïdes. Ils tirent effectivement profit de cette addiction mortelle. Par le travail de ses consultants, McKinsey provoque une épidémie dévastatrice de drogue. Ces révélations émergent d'une série de documents judiciaires et d'enquêtes, dressant un tableau sombre de l'implication de McKinsey dans l'aggravation de la crise des opioïdes. Le scandale ébranle le géant du conseil jusqu'à son cœur. Cela entraîne une indignation publique massive et des conséquences juridiques coûteuses. Jusqu'en 2023, McKinsey accepte au total 2 accords. Une somme de règlement de 573 millions de dollars avec 47 hauts États en 2023 et un autre de 45 millions de dollars en 2021. L'implication de McKinsey avec Purdue Pharma montre leur manque d'intérêt pour le bien commun. Ces entreprises ne se soucient que de l'argent, ce qui convient à nous autres mégalomanes, mais pas au reste du monde. Cependant, les médias perçoivent cela différemment. Comme le dit le proverbe, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et McKinsey détient beaucoup de pouvoir. Alors, lorsque les détails de cette affaire deviennent publics, cela déclenche un énorme débat sur les responsabilités morales des grands cabinets de conseil, avec de réelles répercussions financières pour ces entreprises. Ce n'était pas un simple incident isolé dans l'histoire déjà trouble de McKinsey. C'était un moment d'introspection pour l'ensemble du secteur du conseil. Les cabinets de conseil acceptent depuis des années de plus en plus de projets douteux. Parce que, pourquoi pas? Si eux ne prennent pas le projet, leur concurrent le fera. Donc ça sera fait dans tous les cas. McKinsey a juste été le premier à se faire prendre. Après coup, McKinsey s'est efforcé de rétablir la confiance et de réformer ses pratiques. Ils abandonnent des services comme la création de la liste blanche des médecins et interdisent à leurs consultants de travailler à la fois pour l'industrie pharmaceutique et la Food and Drug Administration, bien qu'il n'ait jamais été officiellement condamné. Le montant du règlement de plus d'un demi-milliard de dollars constitue un aveu de culpabilité. Mais le pire dans l'affaire Purdue Pharma, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Boston Consulting Group et surtout McKinsey ont été impliqués dans des dizaines de scandales qui ont entaché leur passé, allant du détournement de milliards de dollars au détriment du peuple malaisien, ironiquement utilisé pour financer le film Le Loup de Wall Street, à une réforme du système carcéral qui a mal tourné, ainsi qu'à des accusations de travail forcé. Les responsables pénitentiaires et les consultants de McKinsey auraient conjointement truqué le programme de réinsertion en remplissant les unités de détenus qu'ils considéraient comme peu susceptibles de se battre ou d'attaquer le personnel dès le départ. Les McKinsey, Bain et Boston Consulting Group opèrent souvent bien au-delà de la zone grise. Et cela ne s'applique pas seulement à leurs clients et à leurs implications. Pour mener à bien des milliers de projets par an pour les plus grandes entreprises et gouvernements du monde, les McKinsey, Bain et Boston Consulting Group ont besoin d'une chose plus que tout. Des consultants. Surtout des consultants jeunes, ambitieux et exceptionnellement talentueux. Pour mettre la main sur des personnes comme celle-ci, McKinsey, Boston Consulting Group et Bain sont présents dans presque toutes les grandes facultés des meilleures universités du monde. Ils ciblent uniquement les 10% des meilleurs diplômés dans tous les domaines d'études, essayant de les piéger dans leur toile malveillante avec la promesse d'argent, de prestige et de pouvoir. Pourquoi tant de talents rejoignent-ils McKinsey et compagnie? Et pourquoi cela est-il si dangereux pour le reste de la société? Pour les recruteurs des McKinsey, Bain et Boston Consulting Group, attirer les esprits les plus brillants dans leurs entreprises respectives est un art. C'est une question de point de vue. Pour construire une grande entreprise qui attire, développe, motive et retient des personnes exceptionnelles comme vous. Pour les étudiants intelligents et ambitieux issus des meilleures universités, ces entreprises offrent un monde d'opportunités. Elles promettent une progression rapide de carrière grâce à des interactions fréquentes avec des présidents directeurs généraux et à des calendriers de promotion fixes. En payant les frais de scolarité et le coût de la vie pour les programmes de doctorat et de Master of Business Administration les plus prestigieux,
elles offrent des opportunités de développement professionnel inégalées, sans parler des salaires d'entrée à 6 chiffres et des généreuses primes de fin d'année. Lorsque je travaillais dans le conseil, j'ai remarqué une chose qu'ils font vraiment très bien. J'avais beaucoup de collègues qui voulaient démissionner plus tôt, mais nous étions toujours si proches de la prochaine promotion. C'est toujours comme si la prochaine promotion n'était qu'à 6 mois. Tu te dis que tu continues à travailler, puis tu changeras après. J'ai des amis qui sont restés au conseil 5, 6, 7 ans ou plus, sans jamais aimer ça, puis réalisent soudainement qu'ils ont perdu leur temps. Pourtant, chaque année, des milliers de diplômés d'écoles de commerce se disputent un poste de débutant dans une entreprise du McKinsey, Bain et Boston Consulting Group, et plus de la moitié des consultants sont aujourd'hui ce qu'on appelle des profils exotiques. Ce sont des personnes qui travaillent dans le conseil, mais qui ont étudié quelque chose de très différent. Beaucoup d'entre eux ont des diplômes en médecine, en physique, en informatique ou en psychologie, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec le conseil. Et cela met en évidence un grand tort de la profession de consultant. Si ces personnes travaillaient dans leur domaine, ils pourraient créer une valeur sociétale considérable. Un brillant chercheur médical travaillant dans un laboratoire pourrait un jour trouver un remède contre le cancer. Un physicien talentueux pourrait prouver la théorie des cordes. Un programmeur ambitieux pourrait un jour développer le prochain Spotify. Mais si toutes ces personnes sont embauchées par les grands cabinets de conseil, elles passeront leur temps à créer des présentations PowerPoint, à maximiser les profits pour les actionnaires et à inventer des stratégies pour promouvoir des produits pharmaceutiques dangereux. Pas de remède du cancer, ni de théorie des cordes, ni de Spotify. Ils ne feront pas ce qui est le mieux pour la société, ils feront ce qui est le mieux pour leurs clients. C'est la fuite des cerveaux. Des experts brillants de nombreux domaines quittent leur spécialité pour travailler dans le conseil. Cette redirection des talents a des conséquences importantes pour des industries entières, privant des entreprises cruciales de l'innovation, du talent et de l'expertise dont elles ont tant besoin. De plus, cette fuite des cerveaux affecte aussi la société. Lorsque nos esprits les plus brillants sont détournés pour résoudre des problèmes commerciaux toute leur vie, qui reste-t-il pour s'attaquer aux questions urgentes de santé publique, de changement climatique et d'éducation ? Le succès de l'industrie du conseil est souvent une perte pour la société. Et il y a autre chose qui pourrait empêcher certaines personnes ambitieuses de rejoindre la culture de travail intense des McKinsey, Bain et Boston Consulting Group. Quiconque me suit depuis longtemps sait que pour moi, la vie, c'est le travail. J'aime vraiment travailler et c'est pour ça que je travaille beaucoup, mais tout d'abord, tout le monde n'est pas comme ça. Et deuxièmement, si vous divisez le salaire total d'un consultant par le nombre total d'heures travaillées, vous remarquerez en fait que beaucoup d'autres professions offrent des salaires bien plus élevés. Alors pourquoi ces talents brillants et recherchés restent-ils dans les cabinets de conseil ? Pourquoi ne partent-ils pas ? Au moins après quelques années. Souvent négligé mais dangereusement puissant, c'est le phénomène des menottes dorées. Une situation où les consultants, malgré des salaires élevés, se retrouvent piégés dans un cycle de travail continu, incapables de partir à cause du mode de vie et du statut auquel ils se sont habitués. Voitures rapides, appartements coûteux, vêtements sur mesure. Les menottes dorées se resserrent à mesure que les consultants s'habituent à un niveau de vie croissant. Les primes de salaire apparemment lucratives et les avantages rendent de plus en plus difficile le fait de partir, même pour ceux qui rêvent d'une vie différente. Autre raison, la fabrication quasi-industrielle d'un état d'esprit commun. Au sein de ces entreprises, il existe une culture paradoxale d'excellence individuelle et d'identité collective. Tous les consultants sont poussés à devenir un type spécifique, analytique, posé et raffiné. Dans ce processus, il y a un risque de perdre son individualité et la diversité même que les publicités de recrutement de ces entreprises prétendent enchérir. Cette pression interroge aussi sur la santé mentale et l'équilibre vie pro-vie privée. La glorification du travail jusqu'au bout de la nuit et le découragement subtil des activités personnelles créent un mode de vie insoutenable pour beaucoup de personnes ordinaires. Il complique la recherche d'un partenaire, la parentalité ou la création de communautés. Le pouvoir séduisant du prestige est évident. De jeunes diplômés désireux de laisser leur empreinte sont attirés par la promesse d'une carrière de consultant glamour, mais à quel prix ? Nous devons donc nous demander, attirer les esprits les plus brillants avec des promesses de richesse et de statut, est-il bénéfique à long terme,
tant pour les individus que pour la société dans son ensemble. La stratégie de recrutement des McKinsey, Bain et Boston Consulting Group, bien que jusqu'ici efficace, soulève aussi des questions éthiques. Surtout chez la génération Z, de plus en plus de jeunes professionnels changent leurs priorités, passant du travail à la vie privée. La semaine de travail de 4 jours, les congés sabbatiques et les activités personnelles épanouissantes, comme fonder sa propre entreprise, entravent les stratégies que les McKinsey, Bain et Boston Consulting Group ont utilisées pendant tant d'années. Nous devons donc nous demander, les McKinsey, Bain et Boston Consulting Group sont-ils prêts à changer ? Aujourd'hui, les McKinsey, Bain et Boston Consulting Group sont plus puissants que jamais, tenant le destin des plus grandes organisations du monde entre leurs mains. Mais comment évolueront-ils au-delà du conseil ? Attirent-ils encore les talents nécessaires ? Sont-ils capables de s'adapter aux nouvelles technologies ? L'intelligence artificielle peut-elle remplacer McKinsey, Boston Consulting Group et Bain ? La prochaine génération de consultants, en particulier ceux de la génération Z, est en train de transformer le lieu de travail. Leurs priorités sont différentes. Ils accordent plus d'importance à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, à l'épanouissement personnel et à l'impact social que les générations précédentes. L'attrait traditionnel des menottes dorées n'est peut-être plus aussi efficace. De plus, l'avancée rapide de la technologie, en particulier de l'intelligence artificielle, révolutionne les industries. Et cela ne concerne pas que le conseil, ni uniquement la capacité de l'intelligence artificielle à remplacer certains aspects de ce travail. Il s'agit de déterminer si ces entreprises peuvent intégrer rapidement cette technologie pour garder l'avantage. Un autre défi urgent est la crise climatique. La durabilité n'est plus un atout. C'est essentiel. Les McKinsey, Bain et Boston Consulting Group ont l'expertise et l'influence pour mener la transition vers des entreprises durables. Mais vont-ils être à la hauteur ou continuer comme si de rien n'était? Ces exemples ne laissent qu'une seule option. Les McKinsey, Bain et Boston Consulting Group doivent s'adapter, adopter des modes de travail flexibles, offrir des opportunités d'impact significatifs et favoriser une culture d'innovation qui valorise la durabilité autant que l'augmentation des profits. Le secteur du conseil est à un tournant. D'une part, le modèle traditionnel de maximisation des profits et de la valeur pour les actionnaires a fait ses preuves. Par ailleurs, on admet de plus en plus que le modèle économique actuel est menacé. L'intelligence artificielle peut être à la fois une opportunité et une menace. Elle peut renforcer l'analyse, simplifier les processus et offrir des perspectives inédites. Mais elle présente aussi des risques pour l'emploi et des dilemmes éthiques. La façon dont les McKinsey, Bain et Boston Consulting Group vont gérer cette question dans les prochaines années sera cruciale pour leur existence. Cependant, les McKinsey, Bain et Boston Consulting Group ne sont pas stagnants. McKinsey fut le premier à offrir des congés sabbatiques illimités via son programme « Construisez votre propre McKinsey ». Même une semaine de travail de 4 jours est théoriquement possible. Tout récemment, Boston Consulting Group a acquis Quantis, l'un des principaux cabinets de conseil en développement durable au monde. Ils ont même créé une nouvelle catégorie de stage appelée « activistes climatiques invités », soulignant ainsi leur engagement à développer une pratique puissante en matière de durabilité. L'avenir des McKinsey, Bain et Boston Consulting Group ne se résume pas à conserver leur position de leader du secteur. Nous évoluons dans un monde où technologie, valeurs sociétales et préoccupations environnementales transforment rapidement le paysage des affaires. Les McKinsey, Bain et Boston Consulting Group disposent de ressources considérables, de talents exceptionnels et d'une portée mondiale pour impulser des changements significatifs dans notre monde. La question est de savoir s'ils utiliseront ces atouts pour conserver leur position. Ou vont-ils redéfinir ce que signifie être un leader dans le monde de demain ? Les McKinsey, Bain et Boston Consulting Group vont-ils s'adapter ou disparaître ?